8 h du matin, début octobre. Premier jour de vendange, près de Bordeaux. On fait quoi? Tout? On ramasse tout là, comme là. Ça, il faut que tu le ramasses. Ceux qui n'ont pas de lit, il ne faut pas les ramasser. Des vendanges traditionnelles qui se font entièrement à la main. On enlève tout ce qui est sec, qui est pourri, qui est rosé et qui est vert aussi, qui peut rester encore. Il faut vraiment que la grappe soit belle. Vous voyez, comme celle-ci, cette grappe, elle est parfaite. Très jolie. Un travail d'orfèvre. Il faut dire que nous sommes sur la propriété d'un premier grand cru classé. Au cœur d'un des plus célèbres vignobles du monde, Saint-Émilion. Et ton panier! Ton panier! À ce niveau de prestige, le propriétaire ne transige pas sur la qualité. Pour de tels produits, ça serait dommage de les vendanger à la machine. Et en plus, ça serait techniquement impossible. Pourquoi? Parce que les parcelles sont trop petites, trop escarpées, où il faudrait trouver une machine sauteuse. Et comme on trie et qu'on fait un travail très raffiné, la machine ne sait pas le faire. Alain Vautier a décidé qu'il était temps de vendanger il y a à peine un quart d'heure. Sa méthode est infaillible, goûter. Lorsqu'on goûte ces raisins, on a vraiment l'impression de boire le vin qu'on aura dans 2 ans. Même avant. Il faut en laisser un peu quand même. Ah, mais j'aime bien, j'ai pas déjeuné. Très joli raisin cette année, grand millésime. Parole d'expert. Sur sa propriété, voilà presque 2000 ans que l'on fait du vin. Ce sont les Romains qui ont planté les vignes de Saint-Émilion au début de notre ère. Il y en a qui veulent vider là encore? Ça va aller. De cette époque, il reste le nom du château, Ozone. C'est ici qu'a peut-être vécu le célèbre poète romain. Un peu plus loin sur la propriété. Tu trouves quelque chose? Oui. Oui, je suis... Eux sont archéologues. Oui, tout au moins suffisamment. On va faire un tri là, parce qu'il y a un petit peu de... Il y a un peu de tout. Frédéric Berthaud et Jean-Luc Piat sont sur les traces du premier vignoble à Saint-Émilion. Alors qu'est-ce que vous ramassez, vous? Des fragments de poterie, de tuiles, qui peuvent être des indices archéologiques d'une occupation antique. Comme celle-là, voyons, montrez-nous ce que vous... Par exemple, ici, vous avez un petit pied d'un vase antique. Là, on voit le pied, le vase se tourner comme ça. C'est un fragment. Mais en en ramassant un certain nombre comme ça, on peut ensuite déterminer une chronologie d'occupation. Et ici, nous sommes sur un site présumé daté du 4e, 5e siècle, une villa gallo-romaine, que certains ont voulu voir comme la villa d'Ozone. Donc là, si on creusait, on tomberait sur une villa romaine. Sur ces vestiges. Sur ces vestiges, parce que sinon la villa, on l'aurait encore. Mais si on creusait, mais nous laisserait-on creuser? Voilà. Vraisemblablement pas. Vraisemblablement pas. Et pourtant, parfois, quand on creuse sous les vignes en France, voici ce qu'on trouve. Des mosaïques, foulages, presse, préparation des amphores. C'est la naissance du premier vin en Gaule. Bon, mais écoute, on va pouvoir faire un bilan. Oui, faire un bilan. Une demi-heure là. plus tard, la récolte est déjà significative. Calcaire. Bon, on va pouvoir faire un bilan. Allons-y. Allons-y. Voilà. Marbre, la tuile. La tuile, ça, c'est caractéristique d'une tuile d'époque romaine. Voilà. On n'a jamais fait de tuile de cette forme-là auparavant. On n'en fera jamais plus après. Si, c'est intéressant. Si, ça, c'est intéressant. Voilà. Frédéric Berthaud devra se contenter de ces indices pour reconstituer l'histoire du vin dans la région. Un jeu de patience. Des villas gallo-romaines, il y en avait tous les 2 kilomètres et toutes comportaient un vignoble. Direction Montcarré. Ici, les vestiges de la villa ont été fouillés. Alors là, voilà la fameuse villa... Voilà la villa gallo-romaine de Montcarré. Là, vous êtes placé à mi-pente, à mi-coteau. Vous êtes orienté plein sud.
protégé des vents du nord par le... Et vous avez une vue directe sur la vallée de la Dordogne et les vignes qui effectivement descendaient le long de ce coteau. Donc ce qui permettait aux propriétaires de jouir, de ces terres et de jouir de toute la vue sur la vallée. L'archéologue a étudié les tessons retrouvés ici. Il en sait désormais plus sur les habitudes des Romains. Alors, ici, le triclinium, ce que l'on suppose être le triclinium, la salle à manger. Bon, vous faites abstraction des sépultures. Nous sommes à l'emplacement d'un ancien cimetière et les sépultures sont médiévales. On les oublie. Il faut vous imaginer un lit ici, à 3 places, un lit ici, à 3 places, et un lit dans cette dernière alvéole. Traditionnellement, 3 personnes par lit, semi-allongées, appuyées sur le bras gauche, mangeant de la main droite. Et l'esclave venait puiser avec lui un récipient et vous remplissait votre coupe. On avait en particulier l'habitude de faire des toasts, des santés. Alors santé à un tel, santé à l'empereur, santé... Enfin bref, c'était l'occasion de pouvoir lever sa coupe qu'il fallait boire cul sec. Les Romains condamnent cependant l'ivresse. Le vin est servi coupé d'eau, froide ou chaude. Avec les Gaulois, habitués à la bière, c'est le choc des cultures. L'habitude en Gaule est de boire le vin pur, donc ce qui choque un Romain. Et nous avons un texte de Diodore de Sicile du 1er siècle avant, où justement il explique que les Gaulois boivent du vin à l'excès et s'enivrent, et ils apprécient tellement le vin qu'ils vont jusqu'à échanger une amphore contre un esclave. Et l'auteur conclut en disant « Mais si bien que lorsqu'ils ont le vin, ils n'ont plus l'esclave pour le servir, et pour lui, en fait, c'est une aberration. En fait, ces Gaulois, ils sont fous, ces Gaulois. » Dans chaque villa, il y avait aussi un pressoir comme celui-ci. Mais les Romains ne savaient pas produire de vin rouge. On ne vinifiait donc que du blanc. Un blanc au goût de résine, dû à la poix qu'on ajoutait dans les amphores pour le conserver. La vinification deviendra un art quelques siècles plus tard. Plongé au cœur du Moyen-Âge. Nous sommes au large de Cannes. Voici Éric Verdier, il est créateur de vin. Aujourd'hui, il va conseiller des vignerons hors du commun, les moines de l'abbaye de Lérins. On commence à voir poindre à l'horizon donc l'église du monastère de Saint-Honorat. Et le soleil est au rendez-vous, au milieu quand même d'une mini-tempête. Voilà. C'est donc des vignes en pleine mer? Absolument, un vignoble sur une île. Mais là, c'est un vignoble cistercien, totalement cistercien. À quai, frère Marie-Pac et frère Marie. Adieu, tu vas bien? Et toi? Impeccable, hein? Salut Eric. Comment ça va? Tu fais bonne route? Ouais, très bien, très très bien. Alors qu'est-ce que donnent les 2004 Tu verras. C'est la surprise, hein, te disons. Les moines viennent tout juste de finir les vendanges. Une tradition monastique. Dès le VIe siècle, leurs prédécesseurs ont déboisé, dépierré, fourni un travail colossal pour donner vie au grand terroir français. Les moines de l'île en font autant aujourd'hui. Il faut voir le travail qui a été fait ici. On voit encore... La trace de la forêt. On voit encore, si vous regardez bien, il a fallu remonter vraiment quasiment à la pelleteuse, hein, 1 mètre de profondeur quasiment. Tout à fait. Mais on a enlevé 80-100 tonnes de pierre. Là. C'est combien, tu dis? 100 tonnes de pierre. 100 tonnes de pierre. Regardez cette souplesse, regardez cette belle terre. C'est absolument magnifique. Regardez ça. Et ça, c'est du travail de cistercien? Eh bien, absolument. Ça, c'est du travail du cistercien. Là, vous voyez une terre, objectivement, comme elle était cultivée il y a donc 900 ans par les cisterciens. Ça c'est vraiment... il faut venir ici pour voir ça. Et dans le travail, d'ailleurs, de tout bon vigneron qui aime le vin aujourd'hui, sommeille un cistercien quelque part. Excellent. Non, non,
Direction Léché, fermé au public. Comment ça va? Allez, rentre. Aujourd'hui, Éric Verdier vient goûter les premières presses du cru 2004. Séance de travail. Ce qui est terrible avec Nouvelle Presse, c'est qu'on n'aura plus de vin pour nous. On va quand même être sur une année très confiturée, hein. Très fruits rouges, très sucrés, très compotés. Dans l'esprit, les Reims... Et ça, c'est des vieilles vignes. Ouais, c'est les siennes. Les moines produisent très peu de bouteilles, 30 000 à peine. L'objectif, c'est la qualité. Au Moyen-Âge, c'était l'inverse. On produisait beaucoup, car les fidèles étaient de plus en plus nombreux. La tradition de culture de la vigne, il y a une cause première qui est la célébration de la messe. Pour célébrer la messe, il faut du vin, et comme les monastères au Moyen-Âge vivaient en autarcie, ils devaient produire tout ce dont ils se servaient, et donc ils produisaient du vin. Et puis ensuite, ça devient très rapidement, du moins dans le cas des cisterciens, un moyen de subvenir aux besoins de la communauté en vendant du vin. Donc on passe d'une économie d'autarcie à une économie commerciale. Et le marché se développe. Au Moyen-Âge, on boit de plus en plus, jusqu'à 3 litres par jour et par personne. Le problème du peuple, c'est aussi que beaucoup des eaux sont saumâtres. Et on boit aussi beaucoup de vin au Moyen-Âge parce que c'est moins dangereux de boire de l'eau du vin qui est, elle, filtrée par la plante, à de l'eau saumâtre où là, il y a des empoisonnements bactéricides, tout simplement. Direction la cave, pour goûter les cuvées des années précédentes. On conserve ici certains petits secrets. Au Moyen-Âge, le vin se piquait dans la nez. Les moines ont inventé une science, l'œnologie, pour y remédier. Alors aujourd'hui, si on a du très bon vin en France, il faut dire merci aux cisterciens, alors? Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, au-delà de toute conviction religieuse, je crois qu'il y a une volonté quasi scientifique des cisterciens d'étalonner les niveaux de qualité, de comprendre les mécanismes d'ailleurs de la fermentation. Bon, maintenant, ce que moi je trouve qu'on leur doit le plus, c'est d'avoir eu le goût, quand même. Le goût, le raffinement, le culte quand même de l'excellence. C'est ainsi que sont nées de grandes appellations. Chablis, Beaune, Vougeot, Sancerre. Éric Verdier est satisfait. Les moines de Lille n'ont pas à rougir de ces références. Ah oui, non, c'est une splendeur. Une couleur grenat noir impeccable, le disque est parfaitement brillant, il y a une nette essence. Une dernière dégustation pour le prouver, le Chardonnay blanc 2003. On a vraiment une petite note agrume comme ça qui revient derrière. Encore jeune, encore trouble, mais déjà riche d'arômes. On a un tout petit côté céleri. Céleri. Tu vois, transméthyloctalactone. C'est là, pratiquement, c'est relargué aussi, c'est apporté par l'élevage en barrique neuve. Réfléchis, pense céleri. Tout à fait. Ah. Je vous laisse le céleri. Je reste sur mon ananas. Non, mais attends, c'est un litrat de trace. Et c'est un très bel arôme. C'est un très bel arôme. Tout à fait. Moi, je dis 2003 sera meilleur. Il pense que 2004 sera meilleur. Ça nous permet de belles dégustations à venir, hein, frère Marie. Superbe. Les cloches sonnent. Il faut y aller. Il est 14 h. Comme 8 fois par jour, tout s'arrête pour les 24 moines de Lille. C'est l'heure de l'office. Le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Pratique liturgique au Moyen-Âge. Le partage du vin est aussi un rituel païen. Pauillac, en Médoc. Voici la commanderie du Bon Temps. Au Moyen-Âge, des confréries laïques comme celle-ci se créent autour du partage du vin. La commanderie, c'est très important, il faut être à deux pour s'habiller, ça encourage l'esprit d'équipe. Avec plus de 300 membres, le Bon Temps est l'une des confréries les plus importantes de France. Vignerons, courtiers, négociants, tous les grands noms de la région en font partie. Grand jour, cérémonie d'intronisation. Alors le Bon Temps, pour le Bon Temps,
toujours bon temps. Mes amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour recevoir Monsieur le Consul général des États-Unis, Monsieur Grady Bush. La commanderie lui offre un verre en signe d'amitié. Au Moyen-Âge, c'est ainsi que se scellaient les alliances. Refuser de boire ensemble, c'était déclarer la guerre. Tendez la main gauche vers le bon temps symbolique, comme ceci, et répondez à la question que je vous pose. Jurez-vous, à travers le temps et l'espace, en tout lieu et devant quiconque, de garder reconnaissance et fidélité à nos grands vins de Médoc, de Grave, de Sauternes et de Barsac? Je le jure. Quelle est votre décision? Potentat! Potentat, vous pouvez entrer, ce qui dans notre dialecte veut dire que vous êtes le bienvenu dans notre confrérie. À la messe ou à la taverne, depuis le Moyen-Âge, le vin est donc synonyme de partage. Une coutume qui perdure. Boire seul, c'est impossible. On peut boire seul, mais pas du vin. Et bien sûr, il faut boire ensemble. C'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'amour du prochain, c'est la gaieté, le plaisir. Le vin, c'est ça. Le vin est donc au cœur des rites sociaux du Moyen-Âge. Mais déjà la Renaissance s'annonce. Dans l'Est, une petite révolution se prépare. La naissance du champagne. Un petit matin frais. Des vignes à perte de vue. Les vendanges battent leur plein à Haï, près d'Épernay. Nous avons rendez-vous dans l'une des plus célèbres maisons de Champagne. Éric Glâtre est historien. Depuis 20 ans, il épluche toutes les archives de la région. Monsieur Montgolfier, bonjour. Bonjour, monsieur Glâtre. Voilà, il y a une paire de documents, comme on dirait ici. Hein. Alors, En Champagne, on est plutôt discret. Éric Glâtre a réussi à gagner la confiance à l'usure. Vous savez, ici en Champagne, on vous sort les choses petit à petit. Il faut montrer patte blanche. On vous donne quelques doigts, la main, l'avant-bras, et puis après, vous êtes reçu. On peut vous donner les clés de la maison. Pas de la cave, mais... Secret, légende, comment est né le champagne? Pour en savoir plus, l'historien s'est fait ouvrir les coulisses des maisons. Le tonnelier étant au travail, nous entendons le bruit. Le berceau du champagne, le voilà. Un tonneau fabriqué comme autrefois. Au XVIIe siècle, le vin stocké y devient pétillant au printemps. Pourquoi? La légende fait la part belle au moine bénédictin Dom Pérignon. C'est lui qui aurait mélangé les différents cépages pour donner au champagne le goût et la couleur qu'on lui connaît. Les bulles, en revanche, seraient un accident de la nature. À l'époque, il va y avoir une période où le climat va se refroidir. Et ce refroidissement du climat va stopper, après la vendange et la fermentation, l'action du sucre dans la barrique. Mais au printemps, le sucre qui n'a pas été consommé dans la fermentation bouillonne, enfin, ça refermente et ça rebouillonne. Ce qui fait que souvent les tonneaux à l'époque débondaient. Débonder, c'est-à-dire que l'effervescence faisait sauter le bouchon du tonneau. Pour emprisonner les bulles, il faudra attendre l'invention de ceux-ci. Alors ça, c'est quoi? Donc là, nous avons une bouteille qui date de 1846, qui est une des dernières bouteilles soufflées à la main. Mais la technique n'est pas encore tout à fait au point. Il y a une année où 80% des bouteilles de champagne, et ce n'est pas propre à la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vont exploser. Le maître verrier, il ne la souffle pas forcément en un seul coup, donc il peut y avoir des petites bulles quand il s'arrête pour respirer, qui font qu'on a un point de fracture qui va subir sous la contrainte. La contrainte dans une bouteille de champagne, la pression est très importante, puisqu'elle est entre 5 et 7 bars. Pour éviter cela, le moine Dom Pérignon limite les variations de température. Une solution, la cave. Nous entrons dans le sanctuaire de la maison.
Alors, dans cette maison, il y a à peu près 5 km de cave. Hein. Et en Champagne, il y en a combien? En Champagne, on peut considérer qu'il y a à peu près 200 à 250 km, si on rapporte la surface des uns et des autres, 250 km de cave. Depuis la fin du XVIIe siècle, les bouteilles vieillissent donc dans le noir, la fraîcheur et l'humidité. Elles reposent allongées pour récupérer les impuretés dues à la fermentation. J'en prends une et je vais vous la montrer par rapport à une source de lumière. Vous voyez très bien le dépôt qui se trouve ici. On va redresser le vin de façon à ce que ce dépôt glisse jusque dans le haut du col. Et en tournant au bout d'un 8e de tour, tout le dépôt sera ici. Les bouteilles continuent donc leur course tête en bas. Ce procédé, c'est une veuve célèbre, Madame Clicquot, qui l'invente au début du XIXe siècle. On l'appelle le remuage. Elle a fait une expérience à partir de sa table de salle à manger qu'elle avait donc percé de trous comme ceci, mais là nous sommes sur un profil vertical alors qu'elle est en horizontal. Elle avait donc sacrifié son... C'est ce que dit, c'est ce que dit la légende. Vous savez, le champagne, il y a une part de légende dans le champagne, et c'est la magie de ces bulles qui entretiennent cette part de légende, et les champenois en ont rajouté, bien entendu. Dernière étape, le dégorgement. Le dépôt est expulsé. On ajoute de la liqueur dans des proportions tenues secrètes. Un bouchon. Le champagne est prêt. Il ne reste plus qu'à le boire. Une femme va là aussi marquer l'histoire du champagne, Madame de Pompadour. On lui attribue la coupe, puisqu'il existe une coupe de champagne qui aurait été moulée sur son sein. Un sein assez voluptueux, apparemment, parce que quand on voit la coupe. Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence. Mais ce qui va lancer le succès du champagne, c'est l'époque. La Régence, puis le règne de Louis XV. À la cour, le champagne devient le vin à la mode. Marie, vite du champagne ou je te cogne. L'époque est à la bonne chère et au libertinage. Le champagne est associé aux plaisirs amoureux. Quand nous jouerons au tableau vivant, en quoi le déguiserez-vous? En petit satyre. Ah, un petit satyre. C'est un costume qui convient à un ecclésiastique barbu. La cour de France donne l'exemple aux cours d'Europe. Champagne et fête sont désormais liés. De cette longue histoire, il reste encore quelques joyaux, jalousement gardés. Retour dans le Bordelais, nous sommes ici au château du baron Éric de Rothschild, en Médoc. Le directeur du domaine veille attentivement sur ces crus centenaires, parvenus jusqu'à nous grâce à l'utilisation de la bouteille au XVIIIe siècle. Les premiers vins de garde, en somme. Vous conservez ici des bouteilles qui datent de quand? Alors là, nous sommes sur des millésimes que je vais appeler récents, ça va vous faire rire, mais enfin, on remonte sur à peu près 100 ans, 120 ans. Donc on a toute une belle partie d'histoire. Il y a combien de bouteilles qui sont conservées ici? Suffisamment pour tenir un siège. Pour tenir un siège avec grande sérénité, à condition d'avoir un tire-bouchon. Mais le vrai trésor se trouve dans un petit caveau totalement fermé au public et gardé longtemps secret. Les Allemands, pendant la guerre, ne l'ont jamais trouvé. Donc là, on entre dans le Saint des Saints. Ah, la vieille réserve, l'histoire, la plus vieille histoire du château, avec les plus vieilles bouteilles que nous ayons ici. Il reste 6 flacons de 1797. L'histoire avec un grand H voyage désormais dans une bouteille et le vin reste buvable. Quand on ouvre des vieilles bouteilles, j'ai eu le plaisir, moi, personnellement, de goûter du 1806, donc il y a quelques années d'écart, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, un feu d'artifice d'odeurs, de saveurs qui sortent de la bouteille. Tous ces parfums qui ont été contenus dans la bouteille pendant 150 ans, etc. Et quand on l'ouvre, ils respirent, ils s'expriment. Alors ça dure quelques minutes, c'est vrai, mais il faut en profiter à ce moment-là, c'est extraordinaire. Ça coûte combien d'ailleurs une bouteille comme ça? Ce sont des pièces uniques, enfin... Voilà les 6 unités que nous avons. Il est vrai que si on met ça sur la place pour être vendu, ça peut faire...
Mais c'est pas d'actualité. Le baron les conserve en effet pour sa consommation personnelle ou celle de ses descendants. Je crois, sans vouloir dévoiler un secret, mais que le baron Éric de Rothschild, le réveillon du passage à l'an 2000, n'a bu que des vins de 99. Donc le 1999, qui était tout jeune, tout frais, et pas encore fini, sortant des cuves, du 1899 et du 1799. À quelques kilomètres de là, Saint-Estèphe. C'est la fin des vendanges. Des champs lusitaniens. Ici, les vendangeurs viennent tous les ans du Portugal. Et ce soir, c'est la fête. C'est la traditionnelle gerbaude, du nom de la gerbe de fleurs, que les vendangeurs offrent aux maîtresses de maison. Bien. Merci beaucoup d'être là. Et merci surtout pour cette vendange. Allez, on boit un coup. On boit un coup. Cette année, la joie est vive, car la récolte a été belle. Et ce n'était pas gagné. Au mois d'août, c'était la terreur. On ne savait pas parce que le temps était incertain. On disait que les grappes étaient persillées, il y avait des graines rouges, des graines rosées, des graines vertes. Et ça ne verrait pas bien, c'est-à-dire que les graines vertes ne devenaient pas rouges très bien. On ne savait pas comment ça allait tourner. Fin septembre, on a commencé à croire aux espoirs. Ça a été une récolte imprévisible, totalement imprévisible. « 2004 prend ainsi sa place dans l'histoire. Un millésime dont, paraît-il, on se souviendra 2000 ans après les premières vendanges en Gaule.